Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus jusqu'aux États-Unis pour parler du désir, puisque nous sommes à l'Université de Chicago, que nous remercions chaleureusement de son accueil, qui est justement toujours chaleureux. Nous voici donc en Amérique et à la fois en Espagne et en même temps en France, donc à la croisée des mondes, pour parler du désir et pour parler précisément de deux chefs-d'œuvre qui ont pour objet essentiel le désir et ses métamorphoses et sa puissance. Cette résonance, comme vous le savez, s'intitule La Société du désir. Hier, nous parlions avec Florence Delay et Camille Dumoulier des héros du désir à l'Institut Cervantes. Aujourd'hui, c'est le règne du désir qui est en question. Et le troisième temps s'intitulera À bout de désir, mardi 5 avril, à Sciences Po. Quel est l'objet ? L'objet, comme pour toute résonance que nous faisons à la Fabrique des idées du TNP, consiste à partir d'un texte, deux textes en l'occurrence, de spectacle, poser une question qui est, comme son nom l'indique, une résonance par rapport au monde qui est le nôtre, question politique, philosophique. Et c'est évidemment la question du désir qui traverse ces deux chefs-d'œuvre, dont l'un est plus que connu par sa forme française, c'est-à-dire Don Juan, Don Juan de Molière. On connaît beaucoup plus mal le Don Juan de Tirso de Molina, qui est pourtant le premier Don Juan. Et l'autre est un chef-d'œuvre inconnu, La Célestine de Fernando de Rojas, qui est pourtant un mythe espagnol absolu. Alors, pourquoi le règne du désir ? Parce que ces deux œuvres, qui forment les deux bornes, d'une certaine manière, ou en tout cas deux bornes extrêmes du siècle d'or, présentent deux héros, La Célestine et Don Juan, un héros féminin et un héros masculin, qui incarnent différentes formes de désir. Donc, je vais quand même retracer rapidement, pour que nous soyons à un niveau de discussion égal, ces deux œuvres. La Célestine, comme vous le savez sans doute, est une figure d'entremetteuse. C'est un personnage qui avait pour nom originel trotte-couvent, c'est-à-dire une femme qui va passer d'un couvent à un autre pour faire circuler le désir. Quelle est l'histoire de la pièce ? Eh bien, je vais vous lire le titre complet de La Célestine et vous allez tout de suite en comprendre l'enjeu. La Célestine, comédie tragique de Calixte et Mélibée, écrite pour blâmer les amoureux fous qui, vaincus par l'appétit désordonné, appellent Dieu leur ami et prévenir contre la turpitude des intermédiaires. Ça, c'est d'avoir le sens du titre. Et ce titre, qui est évidemment valeur de sermon, qui a valeur d'admonestation, a vocation, semble-t-il, à vous présenter une œuvre qui sera une œuvre édifiante, qui va vous instruire des méfaits et des dangers de l'amour. Lucrèce déjà évoquait les dangers de l'amour et l'amour impossible à combler, le désir insatiable, jamais satisfait. Eh bien, cette pièce commence par un jeune homme qui, dans un jardin, voit une jeune fille. Et la première phrase de la pièce, c'est « Alors là, Mélibée, je vois Dieu ». Ce jeune homme prend une femme pour Dieu. Il a d'ailleurs une réplique un peu plus tard dans la pièce. Son valet lui dit « Mais tu n'es pas chrétien ?» Et il répond « Je ne suis pas chrétien, je suis mélibéen ». C'est-à-dire que cet homme est dans une situation de blasphème total et l'amour lui fait prendre l'objet aimé pour idole, pour divinité. Et toute la pièce va consister à réunir ces deux personnages qui ne sont pas encore amants, puisque l'amour n'est pas payé de retour et que le personnage féminin dédaigne, méprise, rejette le héros, donc Calixte, qui est un jeune homme de bonne famille. Comment va faire ce jeune aristocrate pour avoir, comme on dit, cette femme ? Étrangement, il ne la demande pas en mariage. C'est un des mystères qui pèse sur l'œuvre. La pièce aurait pu se régler en 3 répliques. Je demande votre main à votre père, qu'il accepte, fin. Et nous n'aurions pas l'un des plus grands romans dialogués de la littérature espagnole. Nous aurions une page, puisque c'est un roman dialogué. Eh bien, pourtant, Calixte prend un biais détourné. Ce biais détourné, c'est précisément l'entremetteuse, la mère Macrel, qui est le personnage Célestine. La Célestine qui a tous les métiers, et je vais vous en lire une brève description.
La Célestine, tel est son titre, car personne ne s'y trompe, c'est elle la véritable héroïne. Elle sort du livre, son prénom devient un nom commun, synonyme d'entremetteuse. La mère engendre une lignée de scélérats, la sorcière, la vieille Fabia du chevalier d'Hermédo, et le retorse avant que les grandes coquines du roman picaresque ne prennent le relais et essaiment dans l'Europe entière, de la vagabonde courage en Allemagne à la fameuse Moll Flanders d'Angleterre. La fiction précède l'histoire et la réfléchit autrement. Depuis que le nom de Dieu s'est fait arme de combat, le désir ou diable a bouté l'amour hors de Dieu. Le règne des intermédiaires a commencé. Pour que Calixte et Mélisbé puissent satisfaire leur passion, doit s'entremettre une vieille putain reconvertie en intelligence diabolique qui, reliant les différents corps de la société, satisfait les désirs pour gagner sa vie. La nouvelle philosophe agit au nom d'un principe de réalité qui renverse tout sur son passage, l'appétit. L'appétit rend fou, imbécile, mène au suicide, au crime, qu'importe, il mène le monde. Célestine a compris. Sa séduction est infinie car elle est la parole, chaude, fine et triviale, savante, populaire, qui retourne la sentence, enfreint l'interdit, tourne la loi, fraude le sens, épouse les sens et pénètre par le bas. Bref, le contraire du verbe qui nous vient d'en haut. On a davantage mis en valeur son pragmatisme, sa connaissance des hommes, sa finesse de perception et son cynisme que son intrépidité. Tant avec le diable qu'avec les humains, le commerce qu'elle exerce est périlleux. Par 3 fois emplumée, elle a été offerte à la vindicte publique. Elle ne persévère pas moins en son être. Elle encourt un grand danger pour satisfaire son client Calixte en s'attaquant à Mélibée, fille du puissant Plébério. Et elle a peur, mais elle y va. Un je ne sais quoi de plus complexe que l'intérêt la guide. Le goût d'être elle-même jusqu'au bout. Et elle tiendra tête à ses complices, qui veulent lui extorquer l'argent qu'elle a gagné à ses risques et périls, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il y a des héros en mal comme en bien, remarquera au grand siècle notre moraliste La Rochefoucauld. Célestine est une héroïne en mal. Disons-le autrement. En castillan, le mot genio signifie aussi bien génie que caractère. Femme de caractère, Célestine a du génie. C'est son caractère autant que sa fonction d'intermédiaire qui la fait sortir de l'œuvre et engendre sa postérité. C'est ainsi que Florence Delay, dans son ouvrage qui porte sur l'Espagne, très bel ouvrage qui s'appelle Mon Espagne or et ciel, qui est la traductrice de la Célestine, vous en donne l'essentiel. Donc, de manière tout à fait symptomatique, ce personnage va devenir l'objet même du titre, donc, la Célestine, et c'est ce personnage qui va traverser l'œuvre, qui va faire en sorte que des mondes différents se rencontrent. Alors, on va commencer par parler de ce monde-là, de ce monde du désir-là, de cette forme de désir-là, et de la manière dont elle s'impose, s'agence, s'articule, dont elle circule. Et pour parler de ce règne du désir, avant de passer à Don Juan tout à l'heure et d'examiner des prolongements, je voudrais rapidement présenter nos 3 invités. Annie Lebrun, dont l'œuvre est connue sans nul doute, qui est l'une des expertes les plus reconnues de Sade, qui avait en son temps composé la préface à la demande de Jean-Jacques Pauvert des œuvres complètes, qui est maintenant réunie dans les châteaux de la Subversion, et qui a appartenu au mouvement surréaliste, ami de André Breton, qui mène une œuvre originale, singulière, sans concession, critique, à la charnière de la poésie et de la théorie, et dont l'un des derniers ouvrages du Trop de réalité, réédité récemment, dresse un portrait au vitriol, justement, de certaines errances contemporaines, notamment en matière de désir. Vous me corrigez si je me trompe, Annie, j'ai essayé d'être le moins infidèle possible. Pierre Manant, éminent philosophe politique qui a travaillé sur le libéralisme à travers de très nombreux ouvrages sur une anthologie des libéraux, de Tocqueville, et qui se passionne pour Montaigne et qui a notamment réfléchi sur les différentes échelles de communautés politiques avec un certain nombre d'ouvrages, dont la raison des nations et évidemment la question de la démocratie, des échelles de la démocratie. Et je pense que ce regard politique sur la société du désir sera particulièrement stimulant. Paul Audy, philosophe, donc je suis cerné de philosophe, vous excuserez mon statut de candide de la séance. Paul Audy, spécialiste de Nietzsche, mais ayant aussi travaillé sur Mallarmé, à la frontière de l'esthétique et puis dont l'ouvrage L'ivresse de l'art précisément porte sur Nietzsche et l'esthétique, et qui également travaille à la croisée de l'esthétique et de l'éthique avec un ouvrage récent sur la compassion.
Voilà donc trois regards, et j'aimerais que nous commencions par parler de cette figure que nous avons évoquée, la Célestine, en se demandant comment la Célestine œuvre, comment elle exprime ou fait fonctionner le désir dans ce monde particulier qui est le monde de l'Europe, l'Espagne précisément, de 1500. Et à partir de là, on pourra peut-être extrapoler. J'aimerais demander à Annie Lebrun ce que vous avez trouvé, ce que vous l'évoquiez tout à l'heure, de si fascinant dans cette œuvre, et dans quelle mesure la Célestine donne un certain regard sur le désir. D'abord, je dois dire que en relisant la pièce, j'ai été très décontenancée. Je croyais que c'était quelque chose que je connaissais un peu, et puis tout d'un coup, je ne comprenais plus qu'est-ce que c'est que ce personnage-là. Parce que effectivement, c'est elle qui tient tout. Mais ce qui m'a, à la réflexion, ce qui m'a le plus frappé, c'est d'abord que quand même la pièce commence par justement cette sorte de blasphème qui est un amour fou, sous la forme du coup de foudre, et que c'est quand même très étrange que la dérégulation ou ce qui va provoquer le drame, c'est l'éruption de l'amour fou. Et c'est là effectivement que la Célestine va entrer en scène, parce que, comme vous l'avez signalé, effectivement, cet amour fou ne peut qu'entraîner du désordre dans le monde. Et on se demande si la Célestine n'est pas, elle, la personne qui remet de l'ordre, qui va servir à remettre de l'ordre dans le monde. Et dans le même temps, il s'est trouvé que je relisais quelque chose à propos de Fourier, et ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir comment la Célestine... Vous savez que Fourier est le personnage qui a exalté les passions, et qui dit que, dans le fond, c'est complètement à tort, on déclame contre les passions, alors que le problème, c'est que nos passions ne sont pas assez fortes. Or, justement, il me semble que l'irruption de la passion que représente la rencontre des deux amants provoque chez la Célestine ce que Fourier appelle une contre-passion. C'est-à-dire qu'il y a chez elle une énergie folle, en ce sens que tout se passe comme si elle se jetait en quelque sorte frénétiquement dans l'action d'entremetteuse, à la mesure, avec une intensité qui est comme si elle ne pouvait pas accéder à la passion des deux jeunes gens, et de telle sorte que, avec la même intensité, elle va faire son métier d'entremetteuse, et avec la même intensité, elle va amener à la catastrophe. Voilà comment j'ai lu ça, et comment je me suis expliqué aussi la façon dont j'étais très décontenancée à la relecture de la Célestine. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée de contre-passion ? Ouais, c'est une expression de Fourier qui justement montre comme la société est mal faite, dans la mesure où les passions ne peuvent pas suivre leur cours le plus intense possible, de telle sorte qu'ils parlent d'engorgement de passion. Et quand les passions sont engorgées, sont bloquées, eh bien il y a des sortes de retournement, et qui fait que, eh bien, on peut s'engager dans une voie complètement opposée, mais avec la même intensité. C'est ça la contre-passion. Effectivement, la Célestine se présente comme un médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui va permettre de libérer les flux de désir. On la voit d'ailleurs dans une scène avec une fille où cette jeune fille dit qu'elle a la matrice qui lui remonte, qu'elle est bloquée, et donc la Célestine opère sur elle, comme un vétérinaire, une masturbation pour qu'il y ait une décharge, et qu'il n'y ait plus cette tension-là, et qu'il y ait une forme de libération. Ce qui est fait à l'échelle de l'individu, il est fait également à l'échelle sociale, et c'est vrai que la Célestine a cette fonction de circulation, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à faire se communiquer des mondes qui sans elle seraient étanches. Les aristocrates d'un côté, les valets de l'autre, et elle est celle qui permet au désir de passer, au passer d'un lieu à un autre,
Et donc j'entends bien cette idée d'une régulation. Alors Paul Audy, justement dans cette œuvre, est-ce que vous êtes en accord avec cette vision d'une société bloquée et d'un personnage qui serait celui d'un désir libéré? Oui, je crois qu'effectivement c'était une des dimensions de la pièce, mais il me semble que dans le cas de la Célestine, ce n'est peut-être pas la dimension la plus frappante ou la plus centrale. Je voudrais revenir pour peut-être préciser ce que je cherche à dire sur la centralité de la question dans la pièce. C'est que il y a cet amour fou que Calixte déclare d'emblée, mais Libé, elle ne l'aime pas tout de suite. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que l'amour devienne réciproque. C'est là qu'entre en jeu la Célestine. C'est pour créer cette réciprocité. Alors, vous avez dit très justement que s'il avait demandé cette femme en mariage, la pièce serait arrêtée là. Je ne suis pas tellement sûr d'ailleurs que la pièce serait arrêtée là, mais on aurait eu une autre pièce. Voilà, on aurait eu une autre pièce. C'est ce que je voulais dire. Et on aurait eu quelle pièce? On aurait eu la pièce d'un homme qui a simplement conquis une femme, mais pas forcément conquis son cœur. Il l'aurait épousée pour des raisons sociales, mais ce qu'il veut, c'est qu'elle l'aime. Il ne suffit pas uniquement d'aimer une aimée, il faut que l'aimé l'aime lui en tant qu'aimant ou bien amant. Donc c'est ce retour qu'il exige, et c'est la raison pour laquelle il passe par le filtre, le pharmacone qu'est cette Célestine. Parce que cette Célestine, c'est quoi? C'est le filtre d'amour qui rend l'amour réciproque. Donc elle entre en jeu, mais à la fois elle est remède. Elle est remède elle va satisfaire la demande de celui qui la contacte, à savoir faire naître l'amour dans les yeux de l'aimer, mais en même temps, elle est poison. Et en fait, c'est ça qui se joue, c'est que chaque chose qu'elle touche, elle le touche au nom d'une positivité qu'elle-même déclare comme telle, mais qui se renverse en son contraire, et la fin est catastrophique. Donc l'idée, c'est que le filtre, celle qui représente ce filtre, est à la fois remède et poison. Et ce qui est intéressant, dans la pièce, à ce moment-là, quand on l'aborde ainsi, dans cette non-synchronicité de l'amour fou, effectivement, elle-même tombera amoureuse et passionnément amoureuse de Calixte, il y a quand même un temps. Et cet écart est rempli par une sorte de phénoménologie, on pourrait dire, ou de manifestation progressive de la naissance de l'amour en elle. Donc on voit comment l'amour va naître progressivement et comment elle-même va rejoindre celui qui l'aime au même degré d'intensité que lui a éprouvé tout de suite. Alors, il y a un des moments qui me paraît très intéressant dans la naissance de l'amour de l'aimer et eux, c'est que la Célestine utilise un stratagème, parce qu'elle a plusieurs stratagèmes dans la pièce. On peut faire une nomenclature de tous les stratagèmes qu'elle utilise pour parvenir à ses fins. D'ailleurs, c'est des stratagèmes qui sont souvent liés aux objets, au sujet en question, que ce soit le valet, la maîtresse du valet, etc. Enfin, chacun impose à la Célestine un stratagème différent. Mais dans le cas de Calixte et de Mélibée, eh bien, il y a ce stratagème formidable et passionnant que j'ai vu assez rarement. C'est que pour déclencher de l'amour chez cette femme qui n'en a pas pour un homme qui l'adore, elle en passe par le sentiment de compassion. Il faut que naisse le sentiment de compassion,
que presque naisse en elle un sentiment maternel, de protection, pour que ce sentiment lui-même, traversé, décanté, aboli, donne naissance à l'amour de l'aimer. Alors c'est ça que je trouve merveilleux dans la pièce, c'est que il y a une description de la manière dont l'amour peut naître chez certaines personnes, en passant d'abord par un sentiment de participation à la souffrance de l'autre, comme si l'amour ne pouvait était soit régi par une condition d'instantanéité absolue, comme on le voit au début, avec lui qui, à peine il la voit dans le jardin, tombe amoureux d'elle et follement, soit par des médiations. Et la Célestine, à ce moment-là, remplit non pas seulement le rôle d'intermédiaire, au sens social, de mettre en relation tel ou tel, mais d'instrument de médiation pour que l'amour lui-même prenne une autre tournure. Donc, rapport immédiat, rapport médiatisé, médiatisé également dans le temps, parce qu'effectivement, il y a cette manière dont il faut que l'amour, vous venez de le dire merveilleusement, se déploie, se construit, s'élabore, chemine, effectivement, va travailler. Donc, on a là deux rapports à l'amour, deux temporalités. Certes, mais on vient d'employer de manière quasi synonyme amour, sous le biais d'amour fou, et désir. Oui. Alors, de quoi parlons-nous exactement? Amour ou désir? Est-ce que vous pouvez déjà, Paul et Annie, nous préciser si pour vous il y a équivalence ou non? Pas équivalence. Est-ce que donc c'est amour fou ou est-ce que c'est de quoi s'agit-il dans cette affaire? Est-ce que ce qui saisit Calixte, c'est un désir fou? Ma question est sur la nature même de cette opération entre eux. Si vous voulez, on est forcé de répondre de manière un peu schématique, malheureusement. Je crois qu'il y a un amour qui se déclare instantanément et qui prend l'aspect d'une manifestation d'absolu, puisqu'il voit Dieu en elle. Donc, mais pour que justement l'amour fasse deux, il faut qu'on en passe par le désir. Si vous voulez, le désir doit naître pour qu'il puisse y avoir retour, enfin conversion de l'objet d'amour en sujet d'amour, en sujet du désir. Donc en fait, Célestine vient faire naître le désir et le fait circuler pour que cet amour devienne réciproque. Voilà, c'est dans cette... C'est ce schéma enfin, que je vois dans la pièce. Je me trompe peut-être, mais je le vois comme ça fonctionner. Non, qu'il y a cette médiation de la Célestine, ça c'est sûr, hein, et qui est un agent accélérateur. Mais le désir est là. Sans ça, elle ne pourrait pas agir de cette façon-là sur la jeune femme si le désir n'était pas là. Il est là. Sauf qu'elle propose un détour. Et c'est ce détour qui est subterfuge, c'est un détour et un détour, mais qui permet justement que le désir prenne forme et que l'amour se déclenche en l'occurrence. Mais je vois pas, il n'y a pas de différence là, à mon avis. Et c'est aussi le trouble, c'est-à-dire c'est ça qui est important. À l'instant, elle déclenche le trouble. Et ça, sa finesse psychologique fait que elle sait, c'est ça son atout majeur, c'est qu'elle sait à qui elle a affaire. Donc, sachant immédiatement à qui elle a affaire, elle sait sur quoi elle doit jouer pour déclencher le trouble. Et c'est ça qui après va permettre que les choses s'emballent, que la machine s'emballe. Vous définissez d'ailleurs dans un de vos ouvrages, enfin vous évoquez plutôt
l'érotisme comme cette question du trouble, la manière de provoquer le trouble. Oui. C'était, je crois, en lien au texte de Breton. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette question? Sans passer par Breton, mais bon, je crois que c'est évident, et en ce qui concerne cette question du trouble, moi je la pense extrêmement importante parce que justement aujourd'hui, il me semble que tout se passe comme si le trouble nous était volé. C'est-à-dire, étant donné le tour pris par cette société où les formes répressives se manifestent non plus par le manque, mais par l'excès. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai été amenée à parler du trop de réalité. Et en l'occurrence, dans le domaine amoureux, plus qu'ailleurs, ou au moins comme ailleurs, eh bien, ce qui me paraît significatif de ce que nous vivons, c'est bien le fait qu'il y a cette sorte de réponse immédiate à la pulsion, et même plus que ça, et on devance même la pulsion. C'est-à-dire comme si avant que vous ayez faim, on vous donne à manger, on vous gave, et c'est très grave parce que justement et on nous prive aussi de cette force que j'ai appelée critique du trouble, si on peut dire. C'est-à-dire que le temps du trouble fait que on va pouvoir discerner l'objet du désir. Or, dans notre société, le fait que la pulsion est immédiatement satisfaite ou qu'elle est même devancée nous empêche même cette discrimination, cette possibilité de discernement du désir. Or, on pourrait dire que ce qui rend l'action de la Célestine aussi efficace, c'est bien justement parce qu'elle joue sur le trouble et qu'elle arrive à provoquer cet état qui fait que la jeune personne, qui peut-être avait toutes les raisons d'être affolée par l'immédiateté de la passion qu'elle a déclenchée, eh bien là va quand même au fur et à mesure céder, ses défenses vont céder l'une après l'autre, dans la mesure où le trouble est déclenché. Cette question du temps du trouble, qui est précisément le temps du roman, c'est le temps où l'œuvre se déploie, c'est le temps du roman dans tous les sens du terme, le temps de la matière romanesque et de leur roman d'amour, de leur histoire. C'est évidemment aussi un détour, vous le disiez. C'est un détour, c'est une médiation, c'est une chose qui n'est pas donnée immédiatement. Donc on a cet éclair initial de l'amour fou, et après, cette manière de médiation. Alors j'aimerais demander à Pierre Manant, dans cette œuvre, dans quelle mesure vous avez été sensible à cette question du désir, et en particulier la question des intermédiaires, puisque le titre même de la pièce stigmatise la turpitude des intermédiaires. Alors, sur ces intermédiaires du désir, quelles observations vous avez été amené à faire? D'abord, j'ai découvert tardivement cette pièce, sur vos instructions, dont je la connais mal, mais je l'ai lue rapidement et j'en ai reçu une impression malgré tout violente, je dirais. Voilà. Une impression violente parce que c'est une pièce qui donne un sentiment très, très vif, à faire tourner la tête de la rapidité d'un mouvement, n'est-ce pas? Tout à l'heure, dans notre conversation, Annie Lebrun parlait d'un carrousel. Et effectivement, c'est l'impression que l'on a d'un carrousel qui tourne de plus en plus vite. Et c'est à coup sûr une impression très, très étonnante. Et comme je prends les choses en gros, je prends les choses en politique, et donc grossièrement, je me disais, qu'est-ce qui fait tenir ensemble cette société? Qu'est-ce qui fait tenir ensemble cette société? Et précisément, c'est le mouvement. C'est une société. Alors, on se demandait à quoi ça correspondait, le Moyen-Âge, la Renaissance. Vous posiez les questions légitimes. En tout cas, c'est une société, je dirais, d'avant la souveraineté. D'avant la souveraineté,
c'est une société qui paraît ignorer la dimension verticale. Et même, on dirait, les autorités, les pouvoirs, les prestiges sont tous emportés dans la circulation de plus en plus vite, y compris bien sûr, les religieux qui sont parmi les plus solides clients de Célestine. Donc, c'est la première, en somme, remarque que je me sens autorisé à faire, n'est-ce pas? C'est que le monde de 1500, c'est bien la date à peu près de la Célestine, nous semble rétrospectivement un monde de l'immobilité, un monde paysan, un monde des châteaux, un monde des lieux houillonnés, un monde qui ne se déplace pas, ou qui se déplace peu, ou dans lequel les déplacements, y compris non seulement locaux, mais aussi à l'intérieur des groupes, sont très difficiles, chaque groupe étant refermé sur lui-même. Mais au contraire, l'image que donne la Célestine, c'est celui d'une circulation extraordinairement rapide entre les groupes et les personnes, une circulation accomplie par le désir, enfin circulation du désir et, j'ajoute, de l'argent, parce que ça n'a pas été mentionné, et là encore je ne veux pas être trop grossier et faire retomber comment dire, Le soufflet, oui, le désir. Retomber le désir, mais l'argent circule aussi beaucoup, en même temps que le désir, l'argent y compris entre les maîtres et les serviteurs. Et de même que la société tourne de plus en plus vite, le carrousel tourne de plus en plus vite, que l'argent et le désir circulent de plus en plus vite, proportionnellement, en quelque sorte, le mouvement va s'arrêter. Il va s'arrêter avec une extraordinaire brutalité. Et là encore, je trouve que la brutalité dramatique, cruelle de la fin de la pièce est très impressionnante. Et on se demande, n'est-ce pas, pourquoi cela s'arrête si brutalement, ou en quelques minutes, n'est-ce pas, les principaux protagonistes meurent, n'est-ce pas, jusqu'au suicide de la jeune fille qui adresse à son père, qui est au bas de la tour d'où elle va se jeter, qui lui adresse des paroles qui sont très émouvantes, bouleversantes. Et alors, je connais trop mal la pièce pour être sûr de ma réponse, mais il me semble que l'arrêt brutal intervient lorsque les deux complices de Célestine, les deux jeunes hommes dont j'oublie le nom, lui réclament leur part. Célestine vit de faire circuler l'argent et le désir, donc il faut qu'elle soit maîtresse. Il faut qu'elle soit maîtresse de la circulation. Et donc elle est la maîtrise des flux, comme on dit aujourd'hui. Brusquement, ces deux personnages, l'un d'entre eux en tout cas, qui était complice de la circulation, qui courait avec elle, qui tournait avec Célestine, réclame, on ne sait pas pourquoi, là, il y a un moment d'arrêt arbitraire en quelque sorte, mais dont on comprend bien le désir naturel qui est à sa base. Ils réclament leur part. Et dès lors qu'ils réclament leur part, Célestine perd le contrôle Célestine refuse, elle est tuée, et donc la circulation est devenue impossible, et de proche en proche, et très rapidement, tout s'effondre. Donc, voilà, si vous voulez, ma lecture politique, sociale, je ne sais pas ce qu'il faut dire de cette pièce, avec, en effet, la surprise que j'ai éprouvée de voir ainsi mise en scène un monde social qui vit de la circulation et d'une circulation en quelque sorte accélérée. Là, il y a quelque chose qui fait de cette pièce un aérolithe pour moi. Je connais très mal la littérature espagnole de cette époque, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est pour moi un des intérêts principaux de cette pièce.
Non, Ce n'était je n'allais pas réagir. qu'un mouvement, mais je vais bien vous inciter à réagir, puisque je trouve une mention absolument passionnante dans ce que vous venez de dire, qui est ce lien entre le lien, me semble-t-il, entre l'absence de dimension verticale et cette question de l'accélération de la circulation. Et le fait que cette société qui se pose comme absolument tranchée, et retranchée d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des catégories qui semblent relativement étanches. Tout l'enjeu, l'un des enjeux peut-être secrets de la pièce, c'est que Mélibée serait fille de convertis, donc elle serait non pas de sang vieux chrétien, donc l'interdit serait que Calixte, qui vient d'une bonne famille chrétienne, ne pourrait pas épouser une fille de juifs convertis. Donc c'est cet impératif de la pureté du sang. Donc une société qui vit sur des catégories étanches et qui va avoir cette obsession de la pureté du sang, de chasser les morts, de chasser les juifs, d'être dans un rapport d'intégrité, eh bien, elle fonctionne en même temps avec cette circulation-là du désir que permet la Célestine. Et en même temps, c'est un monde sans Dieu. Enfin, la Célestine, que vous l'avez dit, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas d'autorité. Est-ce que c'est simplement anecdotique lorsque un personnage à la fin est blessé, le cri c'est confession. Oui. Il réclame la confession ou on réclame la confession pour lui. Donc là, il reste cette référence en tout cas. Et les dernières scènes, et la dernière scène, parlons de la verticalité, rétablit une certaine verticalité parce que d'abord c'est la relation du père à la fille, relation bien sûr blessée puisque la fille s'est conduite dans une totale indifférence aux volontés du père, mais en même temps cette fille reste respectueuse, n'est-ce pas, de son père, en même temps qu'elle s'est conduite à sa guise et n'a pas obéi aux volontés de son père, elle lui garde son respect et le dernier moment, n'est-ce pas, est précisément une mise en scène dramatique de la verticalité, puisque elle monte sur cette tour, en haut de cette tour, en disant à son père de l'attendre en bas. Donc évidemment, la fille désobéissante est en haut de la tour et le père sans pouvoir est en bas de la tour, et la fille lui adresse un très belle parole, très émouvante, et elle se jette dans le vide. Donc la conclusion, effectivement, met en scène, vous parliez du trouble, enfin le trouble ayant pénétré le rapport vertical le plus délicat, mais en même temps le plus décisif dans ces sociétés, et peut-être dans toutes les sociétés, le rapport entre le père et les enfants, ou en tout cas les parents et les enfants. Donc, il y a là quelque chose, je trouve, qui donne brusquement à la fin de la pièce un caractère vraiment tragique. Et en plus, c'est là où il y avait le blasphème, puisque au départ, Calixte reconnaît Dieu dans l'apparition de la jeune femme. Donc c'est une fausse verticalité qui est évoquée. Mais pour abonder dans votre sens, quand vous parliez justement de cette circulation de l'argent, je pense qu'on s'est retrouvé sur l'image du carrousel, c'est bien que dans le fond tout se passe comme s'il y avait deux circuits parallèles, n'est-ce pas, qui est le circuit du désir et parallèlement la circulation de l'argent. Et quand par hasard je suis tombée sur une remarque de Walter Benjamin qui dit que dans la prostitution, il y a le paiement du service, mais on paye aussi la non-jouissance de la prostituée. Et là, je pense que dans le cas de la Célestine, aussi, on paye sa non-jouissance, c'est-à-dire en lui donnant une autre jouissance, qui est la jouissance de l'argent. Or, justement, donc c'est ce qui instaure le paiement de la non-jouissance par l'argent, instaure justement ce circuit parallèle au circuit du désir. Et à partir du moment où les autres veulent lui prendre tout l'argent qu'elle a eu, on ne lui laisse pas la possibilité de répartir, c'est-à-dire de réintroduire à sa façon dans cette horizontalité-là et dans cette circularité, eh bien effectivement le système s'écroule et
alors il ne reste plus qu'à que l'autre verticalité revienne. Et ça, c'est très important que vous souligniez le rétablissement de cette verticalité, justement, avec la montée et le suicide de la jeune femme. Ouais. Alors, en reliant ces différents fils, effectivement, une des choses qui frappe le plus à la lecture ou à la vision de ce texte, c'est le fait qu'il ait été écrit en 1500. C'est ce que de nombreux spectateurs en sortant soulignent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette rapidité de la circulation, dans ce caractère éruptif, violent, que certains sont tentés de rapprocher du monde contemporain. La question, c'est est-ce parce qu'il s'agit du profit? Puisque la Célestine dit il y a trois biens, trois choses importantes, le bien, le plaisir et le profit. Voilà la Sainte Trinité de la Célestine. Qu'est-ce que c'est le bien pour elle, alors? Alors, justement, est-ce qu'il y a identification? Est-ce que le bien, c'est-à-dire... Non, le bien avec un petit b, pas le bien... le bien... le bien matériel. Ah oui, ah bon. Non, pas le bien... non. Le bien, la possession. Donc, la question, c'est est-ce que et c'est aussi lié à ce que vous disiez tout à l'heure, Annie, vous invoquiez le fait que l'époque donnait d'avance. Donnait d'avance... Notre époque. Donc, est-ce que cette vitesse de circulation du désir dans ce monde-là, à votre avis, est supérieure, c'est une question de physique quantique, est supérieure à la vitesse de circulation du désir dans la nôtre? Comment est-ce que vous comparez la circulation du désir dans les deux cas? Ça, moi, je peux pas, je connais pas cette société-là que vous avez évoquée. Non, mais par rapport à l'œuvre, j'entends. Par rapport à la remarque que faisait Pierre Manant sur le fait que c'était un mouvement, justement. Et là, ça s'emballe. La pièce, c'est un emballement. C'est ça qui caractérise la pièce aussi. Oui, c'est bien pour ça que ça tombe. Mais donc, je pense que c'est un moment de crise. Donc, moi, je peux pas établir de comparaison. En l'occurrence, je sais pas si... Je ne peux pas comparer. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à... Alors, restons sur cette question du mouvement et du mouvement du désir, en particulier en rebond avec ce que vient de dire Pierre Manant. Je crois qu'on pourrait aborder le désir d'abord de manière, comme un objet philosophique, et voir comment ensuite la pièce fait avec les conclusions qu'on peut en tirer. Bon, le désir a cette particularité, c'est qu'il est foncièrement désir du tout. Il vise la totalité, il aspire à une totalité de plénitude, que l'on appelle jouissance, qui n'a elle-même aucune lacune. Enfin, donc ce désir, quand il surgit, il est rare d'ailleurs qu'il se reconnaisse lui-même comme désir du tout. Il faut du temps pour cela. Mais le problème, c'est que quand il se reconnaît désir du tout, il n'est plus rien. Il n'est plus rien parce qu'il a en quelque sorte atteint à sa vérité. Et cette vérité est une vérité qui l'abolit par là même, parce qu'il n'existe que dans l'attention avec cette jouissance à laquelle il aspire. Alors dans le cas de la Célestine, je reviens peut-être à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un désir du tout qui se révèle comme tel, mais qui ne se révèle pas du tout chez la personne aimée, et il lui faudra en passer par plusieurs épreuves pour reconnaître en elle ce désir. Enfin, comme l'a très bien dit Annie, elle le reconnaît. Elle reconnaît. Enfin, Célestine fait en sorte que Mélibée reconnaisse ce désir qu'elle portait en elle, qu'elle n'avait pas reconnu, qui était recouvert par d'autres choses, d'autres travestissements de l'amour, dont celui de la compassion, qui est souvent le grand travestissement de l'amour. Et bien, lorsqu'elle reconnaît cela, eh bien, il ne lui reste plus finalement qu'à
elle ne peut rejoindre l'objet de sa jouissance que dans la mort. Enfin, il se passe aussi cela dans la pièce. Il y a aussi, si vous voulez, une sorte de leçon qui est donnée. On ne peut pas retirer à la pièce son caractère moral, si vous voulez. La pièce est là pour dire quelque chose du désir et du danger du désir. Il est aussi bien dangereux quand il se reconnaît d'emblée comme désir du tout, parce que ce tout, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Et s'il l'a, il court à sa perte. Mais la pièce montre aussi les errements du désir qui jouit de se reconnaître progressivement comme un désir du tout et qui n'a plus comme ressource finale que de rejoindre l'aimé dans la mort. Car après cette scène d'amour qui est une sorte de miracle dans la pièce, l'autre moment où la jouissance doit être retrouvée telle qu'elle a été vécue une fois ne peut plus se faire que dans la mort. Et c'est une des leçons de la pièce, enfin, qui est une leçon qu'il faut, je crois, reconnaître aussi pour ce qu'elle cherche à nous dire aussi, enfin, et qui nous rattache à Don Juan, là, aussi. Merci, Paul. Car les deux s'achèvent dans la mort. Merci pour cette très belle transition, Paul. C'est merveilleux. Je n'ai rien à faire que me laisser porter par la parole qui circule, comme le désir et peut-être l'argent, car nous allons faire passer le chapeau à la fin. Donc, je plaisante. Donc passons à Don Juan. Circulons. Et justement, là, il s'agit d'un rapport au désir qui est différent, puisque autant la Célestine fonctionnait comme une sorte d'agent de la circulation du désir, d'une certaine manière, et autant Don Juan, lui, éclate la société par son désir. Ou en tout cas, il le révèle, mais il le révèle d'une manière qui n'est pas la même. C'est-à-dire que on parle bien du Don Juan de Tirso de Molina, qui n'est pas encore le mythe, qui est inconscient de lui-même à certains égards, puisque là aussi sans raconter Don Juan que tout le monde connaît, bien sûr, mais tout le monde connaît le Don Juan de Molière, mais ce Don Juan-là a la particularité d'être un aristocrate désœuvré dans cette génération du siècle d'or qui vient après la conquête, qui vient après les grandes batailles qui ont permis de chasser les morts, de conquérir les Amériques. Donc, c'est une génération désenchantée qui a besoin de guerres de substitution, qui a besoin de victoires autres, et le champ de bataille, les nouvelles conquêtes, seront les femmes. Prélude lointain aux liaisons dangereuses, où Laclos écrira ce roman en expliquant comment fortifier Aix, c'est-à-dire comment prendre une citadelle et comment la faire tomber. Donc là, le nouveau champ de bataille en dentelle, ce sont les femmes, évidemment avec une grande différence entre les deux moments, mais sans rentrer dans la comparaison. Il n'en reste pas moins qu'il y a un fait important dans cette pièce, et que Don Juan est le fils de l'éminence grise, du roi, et du roi d'Espagne, qui est très différent lorsque on passera 40 ans plus tard chez Molière à une pièce d'où le pouvoir sera absent, en tout cas de manière explicite sur scène. Or, la pièce de Tirso de Molina est éminemment politique, c'est-à-dire qu'on alterne les scènes qui présentent Don Juan et ses conquêtes successives. Il y en aura 4, 2 roturières et 2 aristocrates. Don Juan va séduire les aristocrates en se faisant passer pour un autre, et il va séduire les roturières par son ascendant social et en leur promettant le mariage. Et donc il va successivement promettre le mariage aux 4 femmes, et ce Don Juan-là va lui réussir là où le Don Juan de Molière échouera, parce que le Don Juan de Molière va enchaîner les ratages. Bref, dans ce Don Juan de Tirso, avant de parler du mythe en général, ce qui est fascinant, c'est la manière dont on assiste à la naissance d'un mythe qui sera celui du héros du désir. Alors, dans quelle mesure ce Don Juan-là, pour parler spécifiquement du Don Juan de Tirso, est un héros du désir? Alors, je voudrais qu'on commence à poser la question à Annie. Pourquoi moi? Très bien, vous l'aurez voulu. Pierre, est-ce que vous voulez bien
vois pas pourquoi. Doli Metangere. Non, D'accord. non, je ne crois pas que... c'est le mot héros du désir qui me... La Alors, formule très qui bien. me paraît... Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un héros du Oui. désir. Alors, mais c'est très. Exactement. Mais parlons-en. Le désir ne peut pas être héroïque. Ce qui est héroïque, si l'on veut, chez Don Juan, c'est le défi. C'est le défi qu'il adresse ultimement à Dieu. Bon, donc c'est là qu'il prend son caractère et son poids. C'est qu'il va jusqu'au bout du défi et il faut, pour qu'il soit héroïque, pour qu'il acquiert son caractère héroïque, il faut lire Don Juan jusqu'au bout et accorder la plus grande importance à la scène finale, ou aux scènes finales avec le convive de Pierre. Parce que c'est là que il acquiert le statut héroïque. Autrement, avant cela, c'est un Personnage ordinaire. lamentable personnage. Oui, c'est ça, oui. C'est un lamentable personnage. Annie. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est justement, c'est à partir du moment où effectivement il va y avoir le défi, et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est à partir du moment où se rejoignent justement deux traditions. Bon, le personnage du séducteur, moi, c'est quand même un personnage de toutes les comédies, en quelque sorte. Hein. C'est celui qui aussi peut déclencher des situations plus ou moins cocasses. En revanche, là, c'est tout d'un coup, avec cette pièce de Tirso de Molina, tout d'un coup, il y a la rencontre avec justement la tradition qui est dans beaucoup de folklore, aussi bien le folklore allemand, breton, je crois aussi français, italien, qui est tout d'un coup le désir d'affronter l'au-delà, à travers le mort, à travers le dîner avec le mort. Et ça existe déjà bien avant ces histoires-là, de provoquer un mort, de désirer la rencontre. Je crois dans le folklore breton, il y a un jeune homme revient de la fête un peu éméché, etc. Et tout d'un coup, il s'amuse, et puis en jouant avec les pierres du chemin, tout d'un coup, il y a une tête de mort, et de sorte qu'à un moment, il va se trouver confronté avec le mort. Et ce qui donne la dimension intéressante à Don Juan, c'est que c'est justement là, tout d'un coup, le séducteur de la comédie va rencontrer, affronter l'au-delà. Effectivement, le héros, le côté héroïque commence avec cette rencontre. Paul, vous êtes d'accord? Oui, on a toujours envie, parce que comme Don Juan, comme Don Juan est un mythe, est un thème qui a été repris, évidemment, on a une tendance à vouloir comparer les différents Don Juan pour les comprendre, en fait. Et par contraste, par exemple, avec le personnage de Molière, on peut peut-être mieux comprendre Tirso de Molina, ou l'inverse. Enfin, c'est cet exercice peut-être qu'on pourrait aussi faire pour essayer de comprendre quelle est la nature de la séduction dans la pièce de Tirso par rapport à la séduction chez Molière. Les deux, évidemment, sont héroïques parce qu'ils défient. Bon, ils ne sont pas héroïques parce qu'ils désirent. Ils sont héroïques que dans la figure du défi, on l'a dit. Mais il me semble que chez Tirso, Don Juan n'est pas pervers comme le Don Juan de Molière. Le Don Juan de Molière est pervers parce que ce qu'il cherche à faire essentiellement, ce n'est pas vraiment à jouir. Et c'est pour ça qu'il passe de ratage en ratage. Il ne cherche pas à jouir, il cherche à briser le serment dans lequel l'autre est pris, toujours déjà.
la nature de son défi est là, si vous voulez. C'est un défi qui me semble plus métaphysique que celui du personnage de Tirso. Le Don Juan de Tirso, d'ailleurs il le dit, c'est une sorte de séducteur jouisseur qui cherche en fait uniquement à faire que l'autre cède à son désir. Bon. Mais il ne s'agit pas de rompre le cadre symbolique dans lequel l'autre se trouve déjà pris. C'est en ce sens-là que je trouve que la pièce de Molière, sauf votre respect, Gérald, est quand même supérieure, enfin, sur le plan de la pensée, de la construction, de la portée, enfin, c'est autre chose. C'est vrai que la pièce de Tirso est merveilleuse, mais enfin, elle ne mène pas jusqu'à cette figure de la perversion, enfin, telle qu'elle est montrée par Molière. Donc, en fait, le Don Juan de Tirso réussit, l'autre rate, celui de Molière rate, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le même objet. Ils n'ont pas du tout le même objet. Et donc, si l'on considère qu'ils n'ont pas le même objet, on ne peut même pas dire que le personnage de Molière rate quelque chose. C'est-à-dire, il le rate à la condition de considérer que c'est le même objet. Oui. C'est absolument remarquable comme remarque, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une différence de nature très importante entre les deux Don Juan. Vous évoquez un défi. Je ne crois pas que dans le Don Juan de Tirso, il y ait le moindre défi. Le seul défi qui intervient, c'est effectivement avec la statue, mais oui, mais dans le geste antérieur de Don Juan, on est d'accord. C'est un personnage, c'est un cavaleur. D'accord. C'est un cavaleur, donc c'est pas beaucoup d'intérêt. Ça. Mais Alors, après, c'est à la fin, quand il y a la confrontation, que là, il peut prendre une autre dimension. Mais alors, qu'est-ce que la pièce nous dit du désir? Elle ne nous dit pas grand-chose. Elle nous dit justement, si elle nous dit que c'est cette sorte de pulsion de vie, parce que justement, comme là, on voyait que dans le monde clos de la Célestine, dans ce monde-là, donc où tout était horizontal, si on veut dire, là, c'est quand même extraordinaire. Vraiment, il cavale à tous les sens du terme, c'est-à-dire que les kilomètres que le désir fait faire à ce Don Juan-là, c'est quand même c'est extraordinaire. Et c'est ça qui est important dans la pièce. Justement, c'est la révélation de cette force, de cette pulsion chez un être que rien ne va arrêter. S'il sait s'y prendre, s'il sait cavaler plus vite que les instances de pouvoir, et c'est ça qui est la nouveauté en quelque sorte. C'est à bride abattue, si on peut dire. Bon. Et après, il est rattrapé que parce que, à un moment, à la fin, il va demander la confession. Ça, c'est aussi intéressant de signaler ça. Mais justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Paul, c'est-à-dire que lui, ce qui lui importe, c'est que les personnages cèdent, que les femmes cèdent, parce que ce désir, c'est aller. Enfin, je crois à un moment, vous parliez de la crudité de la Célestine, mais là aussi, c'est quand même ce qu'après j'arrive à dire, je m'excuse parce que j'y reviens tout le temps, mais je trouve ça tellement merveilleux. La première phrase du Surmal, c'est « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment ». Donc on part de ça, on est devant ça, c'est ça. Bon. Et puis après, ça va se compliquer. Mais effectivement, la différence avec le Don Juan de Molière, c'est que c'est pas les conquêtes qui lui importent, c'est de réveiller le désir de l'autre, de susciter le désir de l'autre. Et justement que le désir de l'autre va tout seul, le désir de l'autre va faire tomber toutes les instances symboliques, et en particulier cette chose extraordinaire, c'est que toutes les classes sociales dans le Don Juan de Molière vont tomber, enfin tous les remparts des différentes classes sociales vont s'écrouler l'un après l'autre. Pierre, vous passez? J'adhère. D'accord. Alors, oui, je vous en prie. Non, je veux juste souligner, après ce que Annie vient de dire, c'est que si le cadre symbolique s'effondre,
c'est parce que en fait, le désir, c'est pas du symbolique, c'est du réel. Donc en fait, il faut casser le symbolique pour que le réel puisse se révéler et surgir. Donc lorsque Don Juan cherche à révéler le désir de l'autre, il doit d'abord détruire ce qui aveugle l'autre dans son propre désir, qui est de croire que il est l'agent des puissances ou des forces sociales ou du langage, etc. Enfin, ce que j'ai appelé le serment. Il faut briser le serment pour arriver au réel. C'est ça qu'il découvre de manière extraordinaire au fur et à mesure que le cadre symbolique tombe, le cadre de la bourgeoisie, le cadre de la paysannerie, etc. Enfin, les uns après les autres, le cadre de la religion, puisqu'Elvire est arrachée au couvent. Donc, enfin, c'est chaque cadre symbolique qui forme une totalité sociale est complètement brisé par le fait que celui qui y adhère renonce à la foi jurée qui lui permet d'adhérer à ce... Et dans la pièce de Molière, bon, ce n'est pas notre sujet, mais enfin quand même il faut le dire, la scène du pauvre, qui a été quand même une scène scandaleuse et qui a été retirée de la pièce, c'est la seule scène qui a été censurée, n'a pas été censurée pour rien, mais il se trouve que le pauvre, lui, résiste, c'est le seul qui résiste et qui maintient l'univers symbolique qui est le sien, précisément parce qu'il n'en a pas. En fait, il n'en a pas. Et c'est en cela qu'il est pauvre. Il est pauvre parce qu'il ne se soutient d'aucune puissance. Donc, il n'a même pas à renoncer au serment qu'il a fait à cette puissance qui le constitue, puisque précisément, il n'en a pas. Et c'est en ce sens-là que la scène est absolument magnifique. Enfin, quand on la relit, on est même sidéré par la puissance du langage qui se déverse dans cette petite scène très courte. Eh bien, je vous propose même que nous la lisions. Ah bon? Oui. Et je vous propose de faire Don Juan. Mon Dieu. Alors, Donc, je vais lire Sganarelle aussi, comme ça on l'entendra. Donc, acte 3, scène 2. Donc, vous vous souvenez sans doute que Don Juan vient de s'échapper. Et les deux sont déguisés, Sganarelle et Don Juan. Ils sont dans une forêt et ils tombent sur un pauvre. Sganarelle. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Le pauvre. Vous n'avez qu'à suivre cette voie. Messieurs, et détournez à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici alentour. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône... Ah, ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Eh, prie-le qu'il te donne un habit sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur Sganarelle, vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et qu'en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous la dent. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Avez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne si tu jures. Tiens, il faut jurer. Monsieur, À moins que cela, tu ne l'auras pas. c'est Sganarelle. Va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je, mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. Effectivement, il ne lui reste plus que... Ben, c'est le seul qui n'a pas renoncé à sa foi jurée.
Don Juan est face à ce refus et il n'a plus qu'une seule ressource, c'est dire va, je te le donne pour le bien de l'humanité. Pour la première fois, le don est fait. Est un don qui n'est pas conditionné par quelque chose qui doit venir en échange ou bien en retour. C'est le principe même de l'aumône. Oui, c'est le principe même de l'aumône. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que normalement l'aumône se fait pour la gloire de Dieu. Bien sûr. Et dans le cas présent, il est obligé de dire qu'il ne fera l'aumône que au nom de l'humanité et surtout pas au nom de Dieu. C'est là qu'il relance la machine du défi. Oui. Alors, Pierre Manant, cette société particulière, alors on parle des deux mondes, ça veut dire l'Espagne du siècle d'or, et nous sommes beaucoup chez Molière et donc sous Louis XIV, mais admettons, en tout cas il est certain que là il y a une verticalité, qu'il y a une souveraineté qui s'exerce, puisque l'un n'est pas moins que l'empereur, que le roi d'Espagne, et l'autre est Louis XIV. Donc, dans quelle mesure cette verticalité-là organise dans la société un autre rapport au désir? Je n'ai pas la moindre idée de la réponse à cette question. Disons-le autrement, c'est dans votre lecture, comment est-ce que l'ordre social fonctionne et comment est-ce que Don Juan apparaît dans cet ordre comme révélateur ou perturbateur? Je ne sais pas, non. Ce qui est frappant, mais là je ne réponds pas à votre question, mais c'est très bien. Ce qui est frappant dans Molière en général, et particulièrement dans les grandes comédies, donc Don Juan, le Misanthrope, le Tartuffe, c'est on échappe entièrement à la polarité qui organise le théâtre jusque-là, la polarité entre la tragédie et la comédie. La tragédie, les actions plus grandes que l'homme, et la comédie, en somme, des actions plus petites que l'homme. Et là, il n'y a plus de tragédie parce qu'il n'y a plus de héros, il n'y a plus de le souverain qui intervient ou n'intervient pas, mais qui intervient de temps en temps juste pour nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Le souverain garantit le plan de l'égalité. Le souverain garantit le plan de l'égalité. Donc, nous sommes hors de la tragédie. Et en même temps, nous ne sommes pas dans la comédie parce que, en tout cas dans ces grandes comédies, la figure, les ressorts de la comédie ont pour l'essentiel disparu. Ce n'est plus les mesquineries ou les petitesses de la vie privée, en quelque sorte, qui font le ressort de la représentation. Ce sont les grands enjeux de la vie humaine. Les grands enjeux de la vie humaine qui, si j'ose dire, sont saisis pour la première fois et d'une certaine façon, peut-être pour la seule fois, dans un certain sens, chez Molière, sans que le regard soit tragique ni comique. Et avec un plein pied devant le problème humain tel qu'il se déploie pour des hommes qui sont, il ne faut pas dire nos égaux, parce que là, on est déjà avec Rousseau, qui réclame que le théâtre nous montre nos semblables, mais par rapport auquel nous sommes sur un même plan d'humanité, et donc le problème humain ressort sous une forme, à chaque fois d'ailleurs, aussi bien peut-être dans Juan, mais en tout cas aussi dans Tartuffe et dans le Misanthrope. Le problème est celui de la sincérité. Le problème est celui de la sincérité de l'imposture. Parce que les hommes mis sur ce plan d'humanité s'interrogent sur la vérité de leurs relations. Et les héros sont soit des héros de l'imposture,
si on emploie le terme de héros, ni Tartuffe ni Don Juan ne rentreraient vraiment dans la catégorie héroïque. Enfin, les grandes figures sont des figures d'imposture, ou alors, comme le misanthrope, la figure de celui qui voudrait se délivrer de l'imposture. Le chevalier de la vérité. Oui. Donc voilà, si vous voulez, voilà comment je le rattache au moment politique. Je crois que alors, c'est très important la chronologie, et parfois à quelques années près, ça change tout. Bien, si vous prenez Shakespeare intervient avant la consolidation de la souveraineté. Et donc les ressorts classiques, immémoriaux du théâtre sont là, c'est-à-dire la tragédie et la comédie. Et on est dans la tension, dans la polarité entre grandes actions tragiques et trivialité comique. Avec Molière, et en général avec le théâtre classique français, mais c'est chez Molière que Molière a trouvé l'œuvre qui correspond, tandis que Corneille et Racine, avec tous les mérites que nous leur reconnaissons, n'ont pas trouvé une formule nouvelle adéquate à cette nouvelle situation, et c'est Molière qui l'a trouvé. C'est ce plan de l'humanité qui n'est ni tragique ni comique, et qui d'ailleurs, pour les metteurs en scène, mais vous le savez mieux que moi, ouvre une grande latitude d'interprétation. On peut faire du misanthrope, du Tartuffe ou du Don Juan une pièce comique ou tragique. Et d'ailleurs, je vous en prie. C'est ce qui fait, je crois, la différence justement entre ce Don Juan-là de Tirso de Molina et le Don Juan de Molière. Parce que, bon, d'après ce que je sais, vous confirmerez si je ne me trompe pas, je crois que même vous le dites, vous, quelque part, le monde où évolue ce Don Juan-là, c'est le monde de la corruption. C'est-à-dire, là, il n'y a pas eu là encore, la verticalité dont vous parliez n'est pas rétablie. Donc, il a toute l'attitude pour galoper, et pour couvrir le monde et pour justement donner libre cours à la pulsion. Et tandis qu'avec Don Juan, c'est un personnage habité par une vertu de cet ordre-là au sens d'énergie ou de passion forte, qui se trouve justement mais, dans un monde autrement structuré. Et ça, c'est là où est la différence. Donc, ce qui donne aussi une toute autre gravité au Don Juan de Molière que n'a pas du tout celui-ci. C'est intéressant comme phénomène, mais c'est pas comme justement la rencontre avec la confrontation avec la mort et l'au-delà, mais ça n'a pas du tout la même poids que celui de Molière. Il y a aussi, enfin, le corollaire, c'est que le personnage de Don Juan chez Molière est beaucoup plus ambivalent dans l'esprit de son auteur aussi. Don Juan, aux yeux de Molière, est un personnage aussi bien positif que négatif. Molière juge Don Juan aussi dans la pièce, et il ne met pas Don Juan simplement en position de celui qui juge. Donc il est aussi jugé. Il est aussi jugé par l'auteur lui-même. Molière montre aussi que l'obstination de Don Juan, l'excès auquel il se soumet, côtoie, est une bêtise de Don Juan qui côtoie l'extrême intelligence de Don Juan. Les deux sont présents. C'est ça qui est très beau dans la composition de ce personnage, c'est qu'il est à la fois extraordinairement intelligent et lucide, et aussi aveugle et bête. Il est aveugle et bête quant à lui-même, il est très lucide quant aux autres. Il est incapable de reconnaître que son excessivité, que son emportement, que son obstination, parce qu'en fait c'est un personnage obstiné, ce que n'est pas le personnage de Tirso. Tirso est un personnage fougueux, bon, encore une fois, c'est un jouisseur, donc il est pris dans la fougue de son emportement, mais chez Don Juan, qui est un personnage très cérébral, il est obstiné. Et cette obstination confine parfois à la bêtise dans certains moments où
il va à sa perte tout en sachant qu'il va à sa perte et tout en le déniant. Donc en fait, c'est un personnage très, très ambivalent qui fait que c'est un personnage en fait immortel. On le ressuscitera toujours parce qu'il a plusieurs facettes, il a plusieurs aspects. Tirso est beaucoup plus monolithique, beaucoup plus d'une seule teneur ou d'une seule couleur. Plus simple. Plus simple, voilà. Il est moins complexe. Là, il est primaire, au premier sens du terme. Comme c'est le point de départ du mythe, voilà. Il n'est pas dans les complexités, et évidemment, il n'est pas dans le même cadre social, vous l'avez dit très justement. Donc, l'enjeu n'est pas exactement le même, jusqu'à la rencontre avec le commandeur. Il y a, je crois, une question qui me paraît fondamentale en articulant les différentes étapes qu'on a traversées ensemble. C'est cette question de la temporalité du désir et la manière dont elle peut définir une société. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant du rapport immédiat, et on a évoqué la Célestine en disant qu'il y avait cet amour fou initial et le temps de la constitution du désir, de la constitution de l'amour. Et là, on voit bien aussi que, par exemple, dans les deux versions de Don Juan, il y a un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire que le Don Juan de Tirso est dans l'instant absolument pur de la saisie, alors que le temps de Molière, c'est le moment. C'est le moment de la femme, d'une femme donnée, mais qui va permettre une obstination. Ça veut dire que ça se déploie dans un certain temps. Mais un moment va chasser l'autre. Donc il n'y a évidemment pas l'obligation qui est exactement ce que vous disiez sur le fait qu'il y a rupture de tous les types d'engagements sociaux, de tous les types de paroles données. Or, c'est une société qui repose sur la parole, Camille Dumoulier le disait hier justement, c'est une société qui repose précisément sur l'honneur et sur le lien, enfin, le contrat oral. Donc, à partir du moment où Don Juan est celui qui ne reconnaît aucune obligation, ni familiale, ni conjugale, ni religieuse, donc toute forme d'engagement, eh bien, évidemment, il est celui qui met en cause cet ordre sous toutes les formes. Bon. Et notamment, l'engagement qu'il n'accepte pas, c'est la mémoire, c'est-à-dire la dette qui a été contractée. Je me souviens que j'ai dit telle chose, et donc, d'où cette question de la temporalité, qui est celle le désir de cet instant-là, et qui n'a pas un ancrage. Donc, tout ça pour articuler, si on essaie de réfléchir un peu plus sur ces sociétés au pluriel du désir, la manière dont le désir les structures, est-ce qu'on pourrait dire que, si on essaie de comparer par exemple avec aujourd'hui, est-ce qu'il y a une temporalité du désir qui, à votre avis, caractérise ces univers-là particuliers, donc celui de la Célestine, là, on en a au moins 3, la Célestine, Don Juan de Tirso, le Don Juan de Molière, et quel lien ou quelle comparaison vous faites avec le cadre de référence actuel? Je ne désigne personne. Non, mais de toute façon, la Célestine, ça n'est pas un tableau de la société de cette époque. C'est une invention prodigieuse, mais ça donne une idée anecdotique de beaucoup de choses amusantes ou pittoresques, mais les sociétés de cette époque, comme les nôtres jusqu'à une date récente, vous parliez de la temporalité, étaient fondées quand même sur le serment. Le mariage était indissoluble. Bon, s'agissant de notre sujet, c'est tout de même essentiel. Et donc, l'évolution a été, c'est évident, dans la période récente, les serments, quel que soit le serment religieux, serments conjugaux, serments sociaux, serments familiaux, étant nécessairement des obstacles. Des obstacles à toutes sortes de libertés. Les sociétés modernes se sont construites, se sont élaborées en démantelant progressivement tous les obstacles à la circulation de tout ce qui est susceptible de circuler. Parce que vous dites circulation du désir, mais aujourd'hui de quoi? Liberté de circulation des biens, des services, des personnes, et donc évidemment des désirs. Mais je crois que ce qui est troublant pour nous, lisant la Célestine, qui nous donne l'image
d'une société où la circulation de toutes choses, des désirs et de l'argent est de plus en plus rapide, quand on voit, disons, cette fin si brutale et si cruelle, je ne veux pas faire des applications trop faciles à la situation présente, mais c'est vrai que... Il y a un crack. Oui, non, c'est vrai que nous avons donné notre foi. Il n'y a plus de serment, nous avons renoncé à tous les serments, mais il y a un serment que nous maintenons, c'est la confiance dans le mouvement. C'est-à-dire que, pourvu seulement que personne n'arrête le mouvement, eh bien, nous serons sauvés. Et donc, la tâche sacrée qui nous est dictée par les puissances, c'est d'abattre tous les obstacles au mouvement. Et je crois qu'à des faits, nous sommes tous sous le prestige, même si nous protestons, certains d'entre nous manifestent et dénoncent, mais nous sommes tous sous le prestige de ce mouvement accéléré, et tout simplement parce que même si ce mouvement nous fait peur, nous ne savons pas quels obstacles désormais nous pourrions opposer au mouvement, pourrions au double sens. Nous aurions la capacité d'opposer au mouvement qui nous paraît d'une force irrésistible, la mondialisation, et aussi, parce que les deux sont inséparables, quel droit nous aurions d'opposer un obstacle au mouvement. Et je crois que l'un des caractères de la situation présente, c'est que effectivement nous avons un Dieu, n'est-ce pas? C'est le mouvement, et le mouvement de toute chose, la circulation de toute chose, et nous ne savons pas si nous pouvons et si nous avons le droit de lui opposer la moindre résistance. Je crois que ça caractérise notre anxiété. Absolument passionnant. Et je pense... Oui, enfin, moi, je ne peux qu'être d'accord avec ça, surtout avec cette analyse-là, surtout que avec ce que ça implique justement dans l'ordre des conditions du désir, c'est-à-dire que ça suppose cette mise en mouvement et cette incitation continuelle à participer au mouvement, eh bien, a mis en place une interchangeabilité des êtres, non seulement des choses, mais des êtres, qui est absolument catastrophique. Et on se trouve dans les phénomènes de ce que déjà Marcuse avait vu dès 66 en parlant de désublimation répressive. Ça revient aux analyses de tout à l'heure, justement où il n'y a pas du tout de temps entre la pulsion et sa satisfaction. Et cette interchangeabilité-là est très très grave, d'autant que effectivement tous les serments sont obsolètes en quelque sorte. Il ne reste que donc la solution individuelle, improbable mais étonnante, toujours étonnante, qui est quand même celle la situation amoureuse, c'est-à-dire c'est l'amour à opposer au désir, pas au désir mais à opposer à cette circulation. Et ce qu'il y a quand même aussi de très inquiétant aussi, sur lequel moi, ce qui m'a inquiété, c'est que il se trouve que certains penseurs comme Deleuze et Guattari, tout ça avec leurs histoires de machines désirantes, ont en quelque sorte été ont été au-devant, justement, ont apporté les outils idéologiques dont cette société avait besoin pour justifier cette circulation de toutes les histoires de flux de désir, de machines désirantes, etc. Ce qui fonde complètement, ce qui légitime cette interchangeabilité des êtres qui est quelque chose de monstrueux. Et avec évidemment, aussi il faut insister sur le fait que, aussi bien en ce qui concerne le théâtre, qui est toujours un lieu d'enjeu considérable, la question amoureuse est toujours un lieu d'enjeu considérable, parce que c'est là que c'est une sorte de carrefour de toutes les forces humaines et de toutes les qualités humaines, et donc c'est là que ça se joue. Et étant donné actuellement la condition qui est faite, et au désir qui est de plus en plus exploité, qui est vraiment l'objet de toutes les marchandisations possibles, et en même temps une sorte
de continuelle attaque contre l'amour comme solution amoureuse, là je pense qu'il y a de quoi au moins réfléchir, sinon être inquiété. Oui. Cette interchangeabilité des êtres, Annie, elle passe le plus souvent, en tout cas de plus en plus, par une sorte d'immatérialisation du corps. Oui, oui. Et il faut que le corps devienne immatériel et devienne finalement une sorte de résidu informatif. Tout est réduit à de l'information, puisque c'est dans l'information que l'accélération devient le médium devient la chose même C'est ça. avec l'information. Voilà. C'est pour ça, par Et- exemple, oui. que le succès d'un livre comme celui de Catherine Millet, Mhm. Les sexuels de Catherine M, bon, c'est pas le truc en soi qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et que ça ait connu ce succès-là, Mhm. ça c'est très grave, parce que c'est effectivement, c'est l'érotisme des gens connectés, n'est-ce pas? Dans le fond, dans le domaine amoureux, on demande qu'on retrouve les mêmes qualités qui sont les qualités exigées par les traités de management, c'est-à-dire la flexibilité, l'interchangeabilité, etc. Et si vous essayez de vous opposer à ça, cette flexibilité, c'est-à-dire si la passion, s'il y a une passion ou un rapport passionnel avec quelqu'un, c'est très mauvais parce que ça bloque la circulation. Donc, et c'est pour ça que ça a eu ce succès mondial, ce livre-là. Parce que c'est l'érotisme high-tech, connecté, machin. Pardon, excusez-moi. Non, non, c'est. Ces aventures personnelles, c'était bien pendant le circuit où Internet et compagnie, c'est bien antérieur. Donc, Ce qui lui est arrivé à cette phrase. ah ouais, moi, on ne parle pas de... C'est le phénomène, hein, Ah, c'est pas, phénomène. moi, je ne parle pas de... Parce que oui, Oui, mais bon, on ne va pas parler de... ces mémoires sont bien antérieures. Oui, mais bon, ça, je pense que ça... Alors, laissons Catherine M à ses C'est- histoires. Et avant de passer officiellement la parole à la salle, je voudrais juste qu'on termine, parce que là, je crois qu'on touche à un point important, et un mot qui a surgi tout à l'heure, c'est celui de corruption. C'est-à-dire précisément la question de la marchandisation possible de valeurs qui étaient supposées échapper à ce type-là d'échange. Alors, je ne parle pas de corruption dans le lexique médical, mais je parle de ce type-là de corruption. Alors, est-ce que vous diriez, puisqu'on parle de la situation actuelle, vous parlez de la marchandisation, Camille, Annie, excusez-moi. Donc, la manière dont le désir fait l'objet, vous l'avez dit, de toutes les récupérations. Est-ce que vous parlez, est-ce que c'est une forme pour vous de corruption? Comment est-ce que vous qualifiez ça? Non, c'est pas une corruption. Corruption, c'est un bien grand mot. C'est aussi une spécialisation de la fonction érotique. D'un coup, donc c'est une activité comme une autre, et qui va être exploitée comme les autres activités humaines. Mais je vois pas où il y a corruption dans ce... Oui, parce que si on dans la Célestine, la manière dont on fait commerce du sexe et dont l'ensemble des valeurs cèdent avec ce moyen-là, c'est une des choses qui, en tout cas, dans le public, est perçue comme éminemment actuelle, éminemment moderne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Dans la mesure où on a été d'accord pour constater justement que les serments sont devenus obsolètes, il n'y a pas de corruption en ce sens, puisque c'est quelque chose de... c'est hygiéniste actuellement, la circulation. C'est présenté comme ça aussi, quand on voit aussi la façon dont c'est présenté dans les journaux féminins ou des choses comme ça. C'est bon, il faut l'orgasme. On vous dit pratiquement le nombre de jours par semaine où il faut qu'il y ait des orgasmes, tout ça. Il y a une sorte de prise en charge hygiéniste de tout ce qui est de l'ordre de la sexualité et du désir.
Paul, vous avez travaillé sur la jouissance. Vous êtes d'accord? Les Ah jubilations. oui, la jubilation. La jubilation. Je taquinais, je taquinais. Vous ne voyez pas de quoi vous lui parlez. Mais non. C'est-à-dire que dans la situation où nous sommes, je crois il ne s'agit pas de déplorer pour déplorer ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes là pour opposer quelque chose à ce qui est. En fait, c'est ça qui. Et lorsque Annie appelle amour cette puissance d'opposition à l'immatérialisation des corps, à l'interchangeabilité des êtres, je crois que cette affirmation qui la rend singulière et remarquable, mais c'est cette affirmation qui est importante. Il faut pas déplorer, il faut opposer quelque chose et tenir à cette opposition. C'est une sorte déplorer, c'est en même temps accepter, enfin, ce qui se passe. Oui, et puis dans la mesure où la déploration est devenue une autre forme de marchandise. Oui, maintenant. c'est ça. On s'identifie par une déploration. Voilà, enfin, c'est ça qu'il faut, je crois, retenir. Et le théâtre classique et le théâtre ancien a cette vertu peut-être de nous offrir un levier pour affirmer l'opposition. Par exemple, Don Juan. Don Juan, je vais encore parler du Don Juan de Molière. Je vous pardonne. Pardon. C'est que dans le Don Juan de Molière, il y a un personnage exceptionnel qui est Elvire. Elvire est celle qui, dans la pièce, sauve l'amour. Elle est là pour sauver l'amour. Quand on lit la tirade d'Elvire, une tirade absolument extraordinaire, elle est là pour témoigner de la résistance de l'amour aux forces de dissolution ou de perversion ou d'esquive dans lesquelles Don Juan est enfermé. Le personnage d'Elvire n'est pas une pure victime, voilà ce que je veux dire. Et c'est en ce sens-là que ce théâtre offre une image de résistance à ce qui peut paraître être de l'ordre de la circulation dissolvante, d'un désir effréné qui ne se reconnaît pas comme tel et qui veut être dans la jouissance immédiate. Elle oppose à cela sa simple présence qui est de se fondre sur un serment donné qui est un serment d'éternité. Alors elle oppose cela et dans la pièce, elle sauve l'amour, mais elle montre que l'amour est aussi salvateur. Donc c'est en ce sens-là que je crois qu'il faut vraiment repartir de cette soirée avec cette idée ou cette conviction qu'il y a quelque chose qui résiste enfin à l'immatérialisation des corps, à la destruction du désir à force de lui donner une nourriture qui ne demande même pas. Il y a quelque chose qui résiste et qui fait l'humanité de l'homme, qui est la capacité d'aimer. La beauté de la chose est que nous avons lu ce passage hier. Ah bon? Et Florence Delay l'a lu, puisqu'elle a dit exactement, elle a son admiration égale à propos de ce passage, à propos de ces tirades d'Elvire, que Camille Dumoulin définissait comme un amour mystique, c'est-à-dire un amour en Dieu et un amour donc, qui soit insalubre. J'entends bien ce que vous évoquez comme l'amour pur et comme l'amour de résistance. J'aimerais bien qu'on entende ce texte, parce que je crois que peu d'entre vous étaient là hier. Donc, est-ce que Annie, vous voulez bien le lire?
Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Don Juan, tu pleures, j'espère. Sganarelle, pardonnez-moi. Je continue ? Oui. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire, de sa part, que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite, et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais, dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Merci. Bien. Moi, j'ai la faiblesse de penser que, effectivement, quand peut se passer quelque chose comme ça, il y a une possibilité de contagion. Autant la servitude est contagieuse, mais autant il me semble aussi que ça peut... mais ça peut aussi. Mais aussi, on sait aussi bien que quand il y a des phénomènes passionnels comme ça peut aussi provoquer de la part des groupes où apparaît la passion entre deux êtres aussi des réactions très violentes aussi. Mais il n'empêche quand les personnes en jeu ne donnent pas prise à ça, alors ceux qui sont en train d'inventer peut être contagieux, ceux qui sont en train de construire peut effectivement inciter à ce que... Oui, j'ose espérer ça. Pierre. Non, je monsieur a employé une expression qui me gêne beaucoup, collabo du système, Oui. parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, c'est pas le système n'est pas l'occupant nazi. C'est pas, le système, c'est quelque chose auquel nous participons aussi. On ne peut pas aussi facilement, en quelque sorte, tracer la ligne de démarcation entre nous, nécessairement purs, et le système nécessairement corrompu. Donc voilà, c'est ma seule réserve. Pour le reste, effectivement, Paul Audy a
admirablement parlé en citant les serments d'Elvire. Je crois que, si j'ose dire, à chacun de nous de retrouver son serment d'Elvire. Peut-être que la mauvaise circulation sera ralentie. Le serment d'Elvire est propre à Elvire. Il ne s'agit pas de le donner comme un modèle. Il s'agit simplement de dire que dans la situation qui est la sienne, compte tenu de son passé, puisqu'elle était religieuse, hein, c'est un personnage, donc elle sauve, elle se reprend. C'est-à-dire c'est une forme de reprise, si vous voulez, qui fait que enfin, le texte est tout à fait étonnant parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne se retire pas uniquement pour aimer Dieu. Elle loge son amour, enfin, elle l'identifie comme elle demande à l'autre de lui donner son salut. Voilà, c'est ça en fait le fond de l'affaire. Elle lui dit, offrez-moi votre salut. C'est pour elle la grande figure de l'amour. Voilà. Aimer, c'est amener l'autre à accomplir son salut. Ce qui représente, à ses yeux, un salut, bien sûr. Parce qu'elle est en même temps dans un contexte, une pensée religieuse. Mais enfin, il ne s'agit pas uniquement de donner cela comme modèle. Mais on peut transposer, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est que jusque dans son renoncement aux turpitudes de l'autre telles qu'elle les considère comme des turpitudes, eh bien, elle ne renonce pas pour autant à l'autre. Et elle vient lui dire cela, en fait. Elle vient lui dire, je ne peux pas être avec toi comme toi tu le voudrais, mais je continue à vouloir être avec toi, c'est-à-dire à être à la hauteur de ton salut. Moi, je réponds d'une autre façon, parce que bon, ce qui, dans cette tirade admirable, moi, ce qui me gêne aussi, c'est tout d'un coup qu'on se réclame du pur amour, n'est-ce pas? Bon, mais ce qu'il y a d'intéressant, donc si moi je ne peux pas adhérer à les valeurs dont se réclame Elvire, il n'empêche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle fait allusion à la construction, à ce que cet amour a été pour elle, elle a construit quelque chose. Et c'est cette idée de construction qui, à mon avis, est intéressante. C'est-à-dire que justement, l'amour, à partir justement de la pulsion qu'on a vue, c'est quelque chose qui se construit avec l'imaginaire, même si je sais que l'imaginaire, vous avez des préventions contre l'imagination, non? Non. Mais bon, mais c'est à partir de cet espace, c'est cet espace-là, n'est-ce pas, qui se crée entre deux êtres et qui fait le secret de la relation amoureuse. Et c'est cette construction-là. En ce sens, elle a construit cet espace. Et puis, comme maintenant, elle est dans son couvent. Donc, c'est aussi une sorte de détour de l'amour. Elle fait passer son amour de Don Juan par le statut qui est le sien, par l'engagement qui a été le sien, mais quand même, elle préserve ce qu'elle avait construit d'unique avec ce personnage-là. Ouais. Donc, mais, voilà. C'est-à-dire que le salut change de contenu en fonction du cadre social, idéologique, évidemment. Mais ce qu'on entend dans ce que vous avez donné comme... En fait, elle ne renonce pas, c'est ça. Elle ne renonce pas. Il a tout fait pour qu'elle renonce et elle vient lui dire que par-delà l'impossible, je ne renonce pas. C'est ça qui est saisissant dans la scène. On pourrait évoquer aussi les lettres de la religieuse portugaise, hein, c'est ça. Qui ne renonce pas du tout. Il y a deux formes de médiation à ses yeux. Il y en a une qui caractérise, si j'ai bonne mémoire, il y en a une qui caractérise le monde, enfin l'âge, le monde occidental jusqu'à l'âge classique, et puis ensuite il y a une autre modalité de la médiation qui se met en place. Alors,
il parle d'une médiation externe et d'une médiation interne, et que nous sommes aujourd'hui dans un univers où les médiations sont toutes internes, c'est-à-dire immanentes en fait à la relation intersubjective entre les êtres, mais il n'y a plus une sorte de médiation qui passe par un transcendant inaccessible. Et c'est la chute, si vous voulez, c'est le fait qu'il n'y ait plus cette médiation externe qui transforme la relation désirante en une relation violente. C'est la violence ce qui naît de l'intériorisation de la médiation. Il n'y a plus, enfin bon, on peut le lier à une sorte de crise de l'autorité, par exemple, ou de la verticalité, lorsque la verticalité n'est plus là, qu'il n'y a plus qu'un monde horizontal où les flux circulent sans... Alors, on peut effectivement rattacher ce qu'il dit sur le plan anthropologique de ce que nous... Mais enfin, il maintient quand même Enfin, pour lui, le désir est foncièrement mimétique, et il n'est que mimétique. Or, ce n'est pas... enfin, c'est une des modalités de la force désirante, de se raccrocher à des modèles, mais il n'est pas sûr que ce soit sa seule motivation sur le plan réel. C'est là qu'on peut utiliser le mot de pulsion pour expliquer autre chose que le raccrochement mimétique à des modèles. Voilà. Enfin, c'est une manière peut-être un peu cuistre de répondre, mais c'est... Non, pas du tout, mais il y a l'autre partie de la question qui était sur est-ce que la multiplication des médiateurs implique est liée à la multiplication des désirs. Est-ce que... Ben, lui, non. C'est-à-dire que si le désir est mimétique, justement, il est fait pour s'unifier et pour ne pas se pluraliser. Nous finissons tous par désirer la même chose, par ressembler à ce que les modèles nous donnent, enfin nous imposent d'imiter. Mais les modèles eux-mêmes étant uniformes, enfin, il y a une uniformisation du désir lui-même dans cette accélération de la médiation interne. Voilà ce qu'il dit. Il dit au contraire qu'il n'y a aucune pluralité. Il n'y a plus qu'une sorte de désir général qui répond en fait aux mêmes modalités de fonctionnement, à la même manière de se satisfaire ou de ne pas se satisfaire. Et que cela engendre surtout de la violence. C'est ça, le fond de l'affaire, c'est que cette uniformité est un facteur pour lui générateur de violence. Et la violence est là pour désuniformiser en même temps. C'est-à-dire qu'elle vient que comme un facteur pour réduire l'uniformité. Donc la violence est à la fois générée par cette uniformité, mais elle est là aussi pour en quelque sorte produire des oppositions, par exemple. Mais ces oppositions, en fait, elles sont purement artificielles, elles ne reposent sur rien d'autre que sur le partage commun d'un même désir. Donc c'est des oppositions générées par la violence, mais qui ne font pas éteindre la violence. Ça va, non ? Sur cette question de la multiplication des intermédiaires. Juste, non, Girard parle du mensonge romantique, et le mensonge romantique, c'est le mensonge du désir, c'est-à-dire l'illusion de l'autonomie. Chacun croit qu'il est à la source de son désir, et que son désir est à lui, et en réalité, le désir est médiatisé par le médiateur. Donc, chacun croit que son désir est à lui, et tous désirent la même chose. Et la prétention à l'authenticité, l'originalité se résout dans les progrès de l'uniformité. Donc, en effet, Girard, s'il y a une issue pour lui, c'est en se délivrant de la médiation interne, c'est-à-dire du médiateur que nous sommes les uns pour les autres.
Et c'est là qu'effectivement, il est un penseur religieux parce que la seule issue hors de la médiation interne que nous sommes les uns pour les autres, c'est un médiateur qui n'ait aucune complicité avec nous, si j'ose dire. Et donc, un médiateur divin. D'où la cohérence, en quelque sorte, entre sa foi religieuse et son analyse psychologique, sociale, morale de la société contemporaine. Annie, sur cette question des médiateurs producteurs du désir. Bon, effectivement, que les médiateurs se chargent effectivement de produire du désir, mais aussi, moi, je suis autant ce peut être juste dans l'analyse de Girard dans bien des cas, mais il me semble que cette idée du désir mimétique, moi, ça m'est toujours lié au romantisme, ça m'est toujours resté, c'est quelque chose à quoi je peux pas souscrire, parce que c'est nier, en quelque sorte, la passion amoureuse dans ce qu'elle a de reconnaissance de la singularité de l'autre, et en particulier de la constitution de ce secret entre deux êtres qui fait qu'on échappe et ce qui permet aussi de ne pas en passer par les médiations ensemble. Oui. Le secret court-circuite les médiations. À mon avis, mais bon, ça c'est ma position, et ça je ne peux pas admettre. Juste, l'idée de Girard, c'est que, mais pas seulement dans le désir amoureux, mais aussi dans les recrutements, par exemple, dans une entreprise, ou il donne des exemples dans Le Rouge et le Noir, comment deux bourgeois sont en rivalité pour recruter Julien Sorel, et comment c'est le sentiment que l'autre va recruter Julien Sorel qui donne à l'autre dont j'oublie le nom l'envie de le recruter et lui fait accomplir la démarche pour le recruter. Donc l'idée de Girard est très très simple, c'est que nous croyons nécessairement que nous désirons spontanément ce que nous désirons. En fait, l'objet de notre désir nous a été désigné par quelqu'un d'autre. Et si vous voulez, le cœur compte tenu de notre sujet, lisez son livre sur mensonge romantique et vérité romanesque, et son thème est celui-là. Nous vivons dans le mensonge romantique, c'est l'objet du roman, mais le roman, au terme de sa démarche, révèle le mensonge romantique et révèle la vérité du désir. Et le roman est une sorte d'éducation au sens... il conduit hors du mensonge romantique pour aller vers la vérité romanesque et la découverte par chacun précisément de l'inauthenticité des désirs qui lui paraissaient au contraire l'expression même de son individualité. Voilà ce que peut-être on peut dire. Bien. Un mot de la fin. Merci. Eh bien, que le désir vous accompagne. Et merci pour votre écoute. Merci à nos invités.